Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Malheur aux vaincus. Au terme d'un épuisant marathon électoral qui a commencé en novembre avec la primaire de la droite et s'est conclu dimanche dernier avec l'élection d'une assemblée très macronienne, ou macronisme, l'académicien nous dira peut-être le terme qui convient, les Français semblent fort satisfaits du paysage politique bouleversé qu'ils ont dessiné par leur vote. Un jeune président qui n'est ni de droite ni de gauche mais qui séduit la planète, deux vieux partis de gouvernement devenus pour l'un une force d'appoint et pour l'autre un quasi-groupuscule, un gouvernement de novices soigneusement encadré par une patrouille d'énarques. On ne sait pas si le pouvoir changera de nature, mais il a déjà beaucoup de nouvelles têtes. Et les électeurs ingrats semblent avoir oublié celles qui occupaient les écrans et les lieux de pouvoir il y a quelques mois. Il est vrai aussi que l'enthousiasme des médias ne faiblit guère et que le président jupitérien est un as de la com, que les images très contrôlées du couple royal ont pour but d'entretenir la ferveur du bon peuple. Mais il y a autre chose dans cette bonne humeur qui ne s'est pas laissée distraire par le grand flop de la moralisation où l'on a vu les professeurs de vertu débusqués à leur tour. On dirait que les Français ont soudainement décidé d'être optimistes alors que rien n'a changé dans les raisons qu'ils avaient hier de s'inquiéter. Ma première question sera donc simple, cher Alain Finkielkraut. Partagez-vous cet état de grâce? Ce qui vient de se passer, en tout cas, est proprement incroyable. Un homme qui n'était connu que d'un petit cénacle, il y a 2 ou 3 ans, a été élu président de la République française. Dans la foulée, le parti qu'il a créé a conquis la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les 2 anciens grands partis de gouvernement se sont divisés entre opposants et constructifs, à droite comme à gauche. 2 groupes se détachent pour proposer au nouveau président, qui n'en a pas même besoin, leurs bons et loyaux services. Le vainqueur aimante une fraction de ceux qu'il a vaincus. Cet événement n'a pas de précédent. Même Bonaparte avait fait ses preuves avant de devenir premier consul. Macron, c'est Napoléon sans le pont d'Arcole. C'était la une de Valeurs Actuelles, Macron-Napoléon. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Oui, mais moi je dis sans le pont d'Arcole. Sans le pont d'Arcole. Ça, c'est ma une à moi. Voilà. Alors, il a certes bénéficié d'une conjoncture exceptionnellement favorable. Il faut se garder de l'illusion rétrospective de fatalité et faire toute sa place à la contingence sans les révélations du canard enchaîné, c'est-à-dire sans les fuites dont ce journal a bénéficié. François Fillon avait toutes les chances d'être élu, l'alternance gauche-droite aurait fonctionné et le paysage politique n'aurait pas été bouleversé. Reste qu'Emmanuel Macron a su saisir sa chance. Alors je dis, en effet, chapeau l'artiste. Et je partage sur ce point le sentiment général. Donc une forme d'admiration. Je suis admiratif, voilà. Oui, voilà, exactement. Mais je ne suis pas ébloui. Et à lire les commentaires qui accompagnent chacune des apparitions du président, je me sens très seul. Que se passe-t-il? Sont-ils envoûtés ceux qui saluent le sans faute du nouveau président, ou suis-je fou? Cette deuxième hypothèse n'est pas à exclure. Ah bah vous allez certainement nous démontrer le contraire, mais vous avez vu que Natacha Polony a fait un article pour dire justement que elle s'étonnait que les médias applaudissent à des choses qu'ils détestent. Par exemple, quand le président a dit que finalement il faudrait peut-être discuter avec Bachar el-Assad, tout le monde a applaudi, alors que d'habitude ils hurlent. Oui, c'est vrai. En même temps, ils ont applaudi aussi la réception de Poutine. Oui. Il est vrai que face à Poutine, Emmanuel Macron a rappelé un certain nombre de choses qui ont été désagréable à son hôte. Mais en tout cas, effectivement, il y a un éblouissement, un enthousiasme. Tout le monde applaudit, et on a applaudi hier encore le président de la République qui jouait au tennis sur les bords de la Seine, avec des grands champions français pour apporter son soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. On l'applaudit tout le temps. J'avais raté le tennis, j'avais vu Schwarzenegger, mais j'avais raté le tennis. Vous avez raté le tennis, il a aussi fait un peu de boxe. Mais voilà, je vais donner mes arguments. Peut-être suis-je fou, mais je donne mes arguments. On nous a parlé d'un changement de monde. Et on nous a dit, vous y avez fait référence, que la loi de moralisation de la vie publique devait marquer l'entrée dans le monde nouveau. Voici que des ministres
le ministre qui portait cette loi est contraint à la démission du gouvernement avec 3 autres ministres pour des affaires, ces affaires avec lesquelles ce nouveau pouvoir nous promettait de rompre. Qu'à cela ne tienne, nous disent les commentateurs, cet épisode est le dernier hoquet du vieux monde, la vertu s'installe, la moralisation aura lieu. Quelle vertu? Quelle moralisation? Comme s'en aperçoit bien tardivement François Bayrou, la révolution qui se déroule sous nos yeux met les sycophantes au pouvoir. Hein. Les sycophantes, c'était ces mouchards, ces délateurs qui, dans la Grèce antique, à Athènes, dénonçaient livraient à la passion des foules un certain nombre de citoyens éminents, connus pour leurs raisons et leurs vertus. Les sycophantes reviennent au pouvoir, ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire que la délation fait la loi. Les délateurs sont les nouveaux rois du monde. Et les délateurs, c'est la lie de la terre. Vous avez une vengeance. Les délateurs qu'on appelle maintenant aussi lanceurs d'alerte. Oui, mais vous avez une vengeance à assouvir. Ben, que faites-vous? Vous l'envoyez au Canard enchaîné ou à Mediapart, vous vous confiez à France Inter, la justice ouvre immédiatement une enquête et sans attendre la mise en examen, le ministre que vous visez est conduit et contraint à la démission. Cette morale ne me dit rien qui vaille. Et je conteste par surcroît, et je constate, par surcroît, qu'elle déroge à ses propres principes. Elle n'ouvre pas aussi vite, excusez-moi, dans tous les cas, comme vous avez dit, la justice ouvre, mais elle a été quand même très rapide pour Fillon, moins de 24 heures. Elle a traîné les pieds pour mais ce qui est très intéressant, c'est que Fillon a été mise en examen assez rapidement, mais là, les ministres démissionnent. Alors que s'ouvre simplement une enquête préliminaire. Donc il y a une accélération générale sous l'impulsion de la presse, d'une presse elle-même animée, si vous voulez, actionnée, en quelque sorte, alimentée par la délation. La pénalisation des esprits. Cette morale ne me dit rien qui vaille, et en effet, je constate qu'elle déroge sans vergogne à ses propres principes. Richard Ferrand, suspecté d'enrichissement personnel ou au bénéfice de ses proches, à hauteur de 580 000 €, a été élu à l'unanimité et à main levée président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, là où les envoûtés célèbrent le renouveau de la politique, moi, je vois une marche au pas de loi. Imaginez François Fillon réélu, imaginez François Fillon choisi pour, si vous voulez, présider le groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale, ça aurait été un séisme. Et là, tout d'un coup, tour de passe-passe extraordinaire, Richard Ferrand, c'est normal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le vote à main levée explique peut-être un peu l'unanimité, cher Alain, quand même. Il y a quand même eu 2 courageux qui se sont abstenus. Alors, il faut voir de quelles représailles ils seront. C'est assez peu démocratique, un vote à main levée, entendu, tout de même. On verra de quelles représailles ils seront les victimes. Mais en tout cas, ils sont tout neufs en politique, mais cela n'est pas un gage de fraîcheur. C'est une preuve de malléabilité, si vous voulez. Ils avalent des couleuvres, ces nouveaux députés, et ils ont l'impression de manger du caviar. Voilà. Et ce qui me gêne en outre dans toutes ces affaires, c'est l'indifférence dont elle témoigne à l'égard des affaires communes et de la morale que ces affaires communes requièrent. Alors, je suis obligé... C'est-à-dire, vous étiez pourtant, dans l'affaire Fillon, vous n'étiez pas tellement, finalement, scandalisé par ce qu'avait fait Fillon, si? Non, mais c'est bien ce que je dis. Ah, pardon, alors j'ai mal compris. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire il y a une obsession pour les affaires judiciaires, une indifférence concomitante aux affaires communes et à la morale que ces affaires communes requièrent. Et je vais reparler ici, je suis obligé de le faire. On m'a accusé non seulement d'être fou, mais d'être un peu gâteux.
et d'ailleurs les deux Je choses ne le tolérerai pas. les deux choses ne sont pas incompatibles. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, quand même. Ah, mais elle mérite toute notre attention. J'avais regretté que Malek Bouti soit en quelque sorte dégommé par La République En Marche, puisque ce parti a présenté contre lui un candidat dans l'Essonne, alors qu'il avait demandé son investiture. Ainsi d'ailleurs a-t-il disparu de l'Assemblée nationale. Cet homme qui défend la laïcité, qui est un exemple admirable d'intégration, et j'avais déploré qu'en même temps soit nommé au secrétariat d'État à l'égalité des femmes et des hommes une femme qui s'était prononcée contre la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Elle m'avait répondu dans une lettre en tête de son ministère ou de son secrétariat d'État que je me trompais, que je mentais, que jamais elle n'avait milité contre l'interdiction du port du voile par les enseignants ou par les élèves. Or, j'ai été obligé moi-même de répondre à sa réponse, de relire une autre lettre qu'elle avait envoyée, celle-ci, à Manuel Valls, une lettre ouverte publiée sur le site du Huffington Post, dans lequel elle dit qu'interdire le voile comme signe religieux, c'est reconnaître une religion, interdire le voile à l'école est donc contraire, voilà son raisonnement, à la loi de 1905. Je l'ai prise la main dans le sac. Or, Marlène Schiappa est reconduite. Et elle est reconduite alors même qu'elle a fait cela, qu'elle a menti. C'est quand même grave de mentir. La morale doit avoir un certain rapport à la vérité. Et qu'en plus, elle a pris le parti du déni, puisqu'à Manuel Valls, elle disait en substance qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires, et puisqu'elle vient en plus de se faire photographier dans une rue du 18e arrondissement pour bien montrer que, bien entendu, il n'y avait aucun problème de harcèlement des femmes. Le déni et le mensonge sont donc présents dans le nouveau gouvernement, dans le gouvernement Philippe II. En même temps, si on commence, si vous voulez, à sanctionner le mensonge en politique, cela va devenir extrêmement difficile. Il avait l'occasion, si vous voulez, de sanctionner cette femme. Cette occasion n'a pas été saisie, et Marlène Schiappa n'est pas, pardon, là je vous, quand même, Marlène Schiappa n'est tout de même pas le cœur du dispositif gouvernemental. Elle n'est pas le cœur du dispositif gouvernemental, mais je ne vois pas comment on peut parler de moralisation de la vie publique quand on, si vous voulez, entérine le mensonge, et quand on met, sinon au cœur du dispositif, du moins à l'intérieur du dispositif, la pratique systématique du déni de réalité, précisément au moment même où la France se désintègre. Car voilà le problème auquel un jour ou l'autre, ce gouvernement, Philippe II, sera confronté. Et la France se désintègre. J'ajoute en plus que une partie de l'opposition épouse aujourd'hui la cause de la désintégration, c'est-à-dire aggrave le phénomène. Alors, avant de revenir à cette partie de votre raisonnement, un mot tout de même sur la justice. Moi, il m'a semblé justement que les commentaires aujourd'hui, que tout le monde commence à dire, oh là là, attention, on a ouvert la voie de la surveillance. Il n'y a pas que Bayrou qui l'a dit, beaucoup de journalistes même, si vous voulez, qui étaient tellement enthousiastes au moment des affaires Fillon, commence à trouver que ça va trop loin, parce qu'évidemment ça ne s'arrête jamais. Donc est-ce que finalement tout le monde n'est pas mal pris? D'ailleurs, ils ont renoncé au terme moralisation, cher Alain. Oui, ils disent confiance. Et ils disent confiance, ils disent aussi bienveillance, ils disent amour aussi. Les gens qui parlent d'amour en politique sont extrêmement dangereux et en général habités par la haine tenace, une haine notamment à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors, Parlons maintenant de cette désintégration. Que, semble-t-il, les Français ne voient plus, ou il y a tout de même un mystère autour de ce qui se passe. Il y a un mystère autour de ce qui se passe, mystère aggravé par le fait, comme je l'ai dit, que la France insoumise épouse la cause de la désintégration. Vous avez parlé des élections, il y a eu la terrible soirée à Évry. Manuel Valls a été réélu de justesse. Son adversaire de la France insoumise, Farida Amrani, a immédiatement contesté les résultats, et surtout, il a été accueilli dans la mairie d'Évry par des cris de haine. Mais je suis extrêmement inquiet. C'était une foule assez peu diverse. Voilà, c'était une foule assez peu diverse, vous l'avez dit. La France insoumise a choisi de mettre face à Manuel Valls une candidate ethnique.
une candidate ethnique. Pourquoi? Parce que Manuel Valls, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas la loi El Khomri, ce n'est pas la libéralisation du marché du travail, c'est une certaine idée de la laïcité, une certaine idée de la République, et aussi, il ne faut pas l'oublier, le rapport qu'il entretient avec Israël, ce qu'il a dit un jour sur une radio juive de Strasbourg. Ce jour, c'est le 17 juin 2011 exactement. Ma famille est profondément liée à Vladimir Jankélévitch, qui a écrit le plus beau livre que l'on puisse écrire sur l'imprescriptible. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, le quand même qui est devenu de Philippot, le jingle soralien de Manuel Valls, et tout cela, évidemment, on le lui fait payer aujourd'hui. Donc, candidature délibérément ethnique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est très intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon suscite une certaine nostalgie, la nostalgie des tribuns de la Révolution, la nostalgie de la défense de la classe ouvrière, alors qu'il se met à l'heure, si vous voulez, de la nouvelle France multiculturelle et qu'il choisit la voie de la désintégration, de la division. Et Jean-Paul Lilienfeld, qui, vous savez, fait des chroniques, l'auteur de La Journée de la Jupe, qui fait des chroniques dans Causeur, et a discuté un peu, je voulais vous le raconter, avec les gens de la France Insoumise. Et alors là, c'est un flot d'insultes et comment dire, c'est en gros, pour une part, assez proche des indigènes. Voilà. Et nous allons y venir justement aux indigènes. En effet, parce que deuxième exemple, c'est l'exemple d'une élue parisienne qui est porte-parole nationale de la France Insoumise, Danielle Obono. Danielle Obono, on a découvert qu'elle a signé en 2012 une pétition de soutien au groupe de rap ZEP pour une chanson intitulée Nique la France. On a l'impression d'ailleurs que toutes les chansons de rap s'appellent Nique la France. Ça doit être le titre unique du rap aujourd'hui. Nique la France. Moi, celle-là. Non, il y a Nique la police aussi. Oui, il y a Nique la police aussi. Donc, donc pétition de soutien qui n'allait pas simplement, qui n'était pas simplement formelle. Il ne s'agissait pas de dire la liberté d'expression est atteinte, puisque on lisait dans cette pétition. Que vous aviez gardé. Ce qui choque et insupporte, c'est qu'une telle parole puisse être portée, d'autant plus quand elle l'est par ceux qui subissent en premier lieu les politiques racistes et antisociales. Lorsque des Noirs ou Arabes font le choix de sortir de l'invisibilité et du mutisme afin de décrire la réalité telle qu'elle est, la droite extrême, l'extrême droite, évidemment, se déchaîne. Et en effet, c'est une association dite d'extrême droite qui avait entamé des poursuites contre cette chanson. Donc, on a demandé à la radio, à Danielle Bono, sur une antenne de radio, si elle pouvait dire vive la France, et à ce moment-là elle a dit, elle a répondu, je peux dire vive la France, mais pourquoi en soi je ne me lève pas le matin en disant vive la France? Il est beaucoup plus difficile, autrement dit, de dire vive la France que de dire nique la France avec le groupe de rap ZEP. Et vous parliez d'Aurélia des indigènes. Eh bien, évidemment, cela va. Il s'est produit aussi un autre événement à la suite d'un article de Jean Birnbaum dans Le Monde, où celui-ci soulignait les ambiguïtés du discours d'Ouria Boutelja. Eh bien, une pétition a été publiée par un certain nombre d'universitaires et d'écrivains de soutien à Ouria Boutelja. Ce qui est visé, disent les auteurs de cette pétition, à travers la violence des attaques qui la ciblent, c'est l'antiracisme politique dans son ensemble, c'est-à-dire toute tentative de s'organiser et de lutter pour en finir avec l'oppression. La haine qu'Ouria Boutelja suscite est à la mesure de son courage. Ouria Boutelja... L'affaire Méclate, dont vous aviez longuement parlé ici, ne les a donc pas guéris. Non, l'affaire Méclate ne les a pas guéris, comme vous dites, et dans son livre qui a fait beaucoup de bruit, Les Blancs, les Juifs et nous, elle dit ceci: la Shoah, le sujet colonial en a connu des dizaines, des exterminations à gogo, des enfumades, des razzias plein, des Shoah et donc des exterminations
à gogo. Et on peut trouver aussi sur Internet une photo d'Horia Boutelja tout à fait instructive. Elle est assise quelque part semble-t-il, dans une gare de la RATP ou du RER. Sur le siège à côté d'elle, il est inscrit sioniste au goulag, et elle lève le pouce en signe d'enthousiasme devant la force de ce slogan. Donc la France se désintègre, l'extrême gauche donne l'asile politique, si vous voulez, à l'antisémitisme et à la francophobie. Et que fait le gouvernement avec Marlène Schiappa? Il choisit la voie du déni. Voilà. Encore une fois, vous avez raison de le souligner, mais honnêtement, je pense que du point de vue du président, Marlène Schiappa est assez mineure dans son dispositif. Mais elle est là. Et oui, vous avez raison. Et non, mais votre propos sur Mélenchon, permettez-moi une question. On a le droit de déborder un peu. Ouais, donc, permettez-moi une question, parce que en fait, dans le fond, on était content de voir disparaître la gauche Najat. Vous l'avez dit vous-même ici, la grimace de Najat Vallaud-Belkacem, avait été du baume sur votre cœur. Mais c'est le remplacement du Parti socialiste par la France insoumise, et peut-être qu'on n'a pas, sur le plan de la gauche, on n'a pas forcément gagné au change finalement. Non, je ne pense pas qu'on ait gagné au change, d'autant plus, si vous voulez, que cette attitude, ce choix idéologique et stratégique opéré par Jean-Luc Mélenchon, un peu dans le sillage de Nuit debout, eh bien, il va aggraver encore le problème auquel la France est confrontée. Et ce problème, le gouvernement n'est pas prêt du tout aujourd'hui à le prendre en compte. Je rappelle, je ne sais pas quel ministre, je crois que c'est Guillaume Castaner, qui avait dit aussi qu'il fallait refuser l'expression État islamique, qu'il fallait dire Daesh, parce que tout cela, bien entendu, n'avait rien à voir avec l'islam. On peut ajouter que le président est allé, je crois, pendant le soir mais il me semble que c'est ce soir, pourtant la fin du Ramadan. Il est allé pendant un soir à la rupture du jeûne au CFCM. Enfin bon, en même temps, ça c'est assez protocolaire peut-être. C'est assez protocolaire, mais en tout cas, il ne donne aucun signe de vouloir vraiment reconquérir les quartiers perdus, les territoires perdus de la République, parce que pour que la reconquête s'opère, il faut regarder ce qui s'y passe. Si on décide qu'il ne s'y passe rien, on ne se met pas en capacité, comme on dit aujourd'hui, excusez-moi, de les reconquérir. Mais surtout, vous me l'avez dit, Elisabeth, il s'agit avec Emmanuel Macron de renouer avec l'optimisme et l'espérance. Renouer avec l'optimisme dans une période, cette période dont on sort, un lycée a été incendié, ou un collège à la Villeneuve, il s'agit d'un incendie criminel, et une femme juive a été défenestrée par un homme qui l'a frappée de manière extrêmement brutale au cri de Allah Akbar. Deux phénomènes qui devraient nous inciter, sinon au pessimisme, du moins à la lucidité. Donc j'ai l'impression que l'optimisme qui entoure Emmanuel Macron, et peut-être le sien aussi, a beaucoup à voir avec cette chanson célèbre des années 30, « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et ceux qui me considèrent comme fou me traitent aussi de Cassandre. Je suis une Cassandre et je casse l'ambiance en rappelant des événements terribles ou en annonçant d'autres. Mais moi, je voudrais rappeler quand même qui était Cassandre. L'évolution péjorative de ce nom est extrêmement paradoxale. C'était la fille d'Écube et de Priam, et elle avait reçu d'Apollon le don de prophétie, et personne ne l'écoutait. Elle avait supplié les Troyens de ne pas accueillir le cheval de bois que les Grecs avaient laissé sur la plage en faisant mine de se retirer. Ils ne l'ont pas écouté. Eh bien, Troie a perdu la guerre. Donc, moi, je voudrais que les envoûtés relisent les classiques parce qu'il est temps de réhabiliter Cassandre.
Très bien, cher Cassandre, mais tout de même, je vais prendre encore 2 minutes, parce que malgré tout, ça fait aussi longtemps qu'on s'interroge sur cette espèce de déprime française, de pessimisme, parce que il y a des choses qui vont mal, nous en parlons abondamment, mais peut-être tout ne va pas si mal. Il y a des pays quand même où il est beaucoup plus difficile de vivre, me semble-t-il, que la France. Est-ce que le fait de redécouvrir aussi, si vous voulez, que notre pays est quand même un beau pays dans lequel il est malgré tout ce que vous dites, souvent agréable de vivre, est-ce que c'est mal? Et est-ce que ça n'a pas aussi un effet autoréalisateur? Vous le voyez bien autour de vous, vous le voyez chez vos amis, pas seulement avec des gens qui sont en désaccord avec vous. Vous sentez bien une espèce de volonté, effectivement, de se dire on va aller de l'avant. Est-ce que ça ne peut pas être positif? Non, j'ai du mal. Hein. Non, il est sans doute positif de vouloir aller de l'avant, mais l'espérance et l'optimisme ne peuvent pas s'exercer au prix de la lucidité. On ne peut pas, pour continuer, si vous voulez, à sourire, mettre sous le tapis les mauvaises nouvelles. Et puis je fais un autre constat. Et c'est un deuxième sujet d'inquiétude, c'est que je vois s'estomper aujourd'hui de plus en plus la différence entre la propagande et l'information. Hier, il y avait la Gay Pride, je n'ai rien à redire à cet événement, mais tout d'un coup, on nous explique que la grande revendication de la Gay Pride, c'est la procréation médicalement assistée pour tous. Et cette revendication est présentée sur toutes les chaînes comme absolument légitime, et seul la France est en retard. Seul d'affreux tradis s'y oppose encore. Premier élément de propagande. Deuxième élément, quand même, les Jeux Olympiques, parce que là, le jour où on obtiendra, Paris obtiendra l'organisation des Jeux Olympiques, là, ce ne sera pas l'optimisme, ce sera la béatitude. Et c'est-à-dire, les voix contraires ne peuvent pas se faire entendre. Il y a des gens qui, avec de très bonnes raisons, sont hostiles. Il y a eu un papier dans Le Monde pour le dire tout de même, il faut le reconnaître. Ils ont essayé, mais il y a eu un papier dans Le Monde pour parler du fait qu'on ne les entendait pas. Oui, qu'on ne les entendait pas, et personne ne veut les entendre, et sûrement pas la télévision. Donc, la différence entre propagande et information s'estompe. L'optimisme est une contrainte d'euphorie. Souriez ou dégagez, telle est l'alternative du nouveau monde. Ah, je risque de dégager. Non, vous n'allez certes pas dégager, et je vous rappelle que les auditeurs de plus en plus nombreux demandent leur Cassandre chaque dimanche, je veux dire, vraiment, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent à quel point ils aiment cette émission, Alain Finkielkraut. Chers auditeurs, nous n'avons pas pu encore nous mettre d'accord. Alain Finkielkraut ne sait pas encore, n'arrive pas à se décider pour savoir s'il sera encore là une fois dimanche prochain ou pas avant l'été, et même pas évidemment. Mais j'espère bien tout de même que nous nous retrouverons soit dimanche prochain, soit à la rentrée de septembre, soit les deux. Cher Alain, en tous les cas, merci